Internet regorge d'informations sur le TDAH, mais il est parfois difficile de faire le tri entre les informations scientifiquement solides et fiables et celles qui le sont moins. Également, la science avance au quotidien et chaque jour, les chercheurs comprennent un peu mieux les problématiques des troubles attentionnels d'un point de vue neuropsychologique, pharmacologique et développemental. Nous avons invité une spécialiste du sujet qui est neuropsychologue, maître de conférences à l'Université de Nanterre, auteur d'ouvrages et d'outils de remédiation dédiés à la problématique du TDAH. Nous proposons une capsule avec différents chapitres pour comprendre les notions essentielles autour du TDAH ainsi que les répercussions dans le milieu scolaire et familial. Le TDAH, c'est un trouble qui a été repéré il y a déjà plus d'un siècle, mais qui a porté différents noms. Et les noms qui ont été donnés à cet ensemble de symptômes variaient selon la cause qui était attribuée. Et donc ça a pu être considéré soit comme quelque chose de réactionnel à un environnement, soit quelque chose en lien avec une lésion. Et actuellement, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité rentre dans les troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire qu'on considère au niveau international que c'est une particularité du fonctionnement de l'enfant qui se met en place pendant l'enfance. Ce n'est pas un trouble qui apparaît à l'âge adulte, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc dès le début, dès la petite enfance, pas forcément tout début de la vie, mais dès la petite enfance, on va commencer à voir l'apparition de signes. Il y a trois ensembles de symptômes, tout ce qui est du côté des difficultés d'attention, tout ce qui est du côté de l'impulsivité, c'est-à-dire la tendance à se précipiter pour faire les choses, et tout ce qui est du côté de l'hyperactivité, c'est-à-dire la tendance à aller trop vite, à parler trop fort, à bouger trop par rapport à ce qu'on attend pour une tranche d'âge. Donc c'est toujours en comparaison à ce qu'on attend pour un enfant. Donc les enfants petits, on s'attend à ce qu'ils soient agités, on s'attend à ce qu'il y ait une impulsivité, on s'attend à ce qu'il y ait des difficultés d'attention qui sont tout à fait normales liées au développement. On le voit dans la scolarisation. On ne demande pas à un enfant de 3 ans de rester concentré très longtemps sur une tâche. Les enseignants s'adaptent, ils donnent des tâches de quelques minutes. Et puis on voit que tout au long de la scolarisation, les temps de concentration attendus augmentent et on demande à l'enfant petit à petit de rester concentré de plus en plus longtemps et de pouvoir rester assis aussi de plus en plus longtemps. Et c'est là qu'en grandissant, il peut y avoir à un moment donné un décalage entre l'enfant qui n'a pas de trouble de l'attention et l'enfant qui en a un, qui va à un moment donné pas réussir à se concentrer aussi facilement que les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'est jamais concentré, ça veut dire que ça lui demande beaucoup plus d'efforts et qu'il a moins de ressources du côté de l'attention que les enfants de son âge. Et pareil du côté de l'impulsivité, hyperactivité, il va être plus en difficulté pour réguler son impulsivité et réguler son énergie, ce qui donne cette hyperactivité. On peut avoir un trouble de l'attention sans hyperactivité, donc il y a 3 formes de troubles déficit de l'attention, on dit avec ou sans hyperactivité. Il y a les enfants qui ont principalement un trouble de l'attention, sans impulsivité hyperactivité. Il y a les enfants qui ont principalement une impulsivité hyperactivité et moins de problèmes d'attention. Et puis il y a les enfants qui ont la forme mixte, à la fois des difficultés d'attention et à la fois des difficultés d'impulsivité et d'hyperactivité. Donc du coup ça donne quand même un panel d'enfants qui peuvent être assez différents avec voilà, des particularités, des difficultés qui globalement se ressemblent mais qui ont des spécificités. C'est pour ça qu'une évaluation fine est importante et puis ensuite une prise en charge individualisée, personnalisée est importante pour savoir chez un enfant donné qu'est-ce qui le met lui en difficulté et pouvoir l'aider précisément sur ce qui le met en difficulté, sachant qu'en grandissant, ce qui le met en difficulté peut changer et que les stratégies qu'on va mettre en place à 5 ans, elles vont être différentes de celles qu'on met en place à 8 ans, de celles qu'on met en place après en 6e, en seconde, etc. Donc il y a une évolution avec le développement des difficultés et des stratégies qu'on met en place. Au niveau scolaire,
Les difficultés, elles arrivent en général au moment où les enseignants demandent aux enfants de rester assis et de faire un travail qui demande un effort mental soutenu. Donc il faut garder dans le temps une attention soutenue pour aller au bout de l'activité. Et ces enfants, justement, ils ont des difficultés pour maintenir une attention dans le temps sans se laisser distraire par le copain qui laisse tomber son crayon, par le petit oiseau qui passe par la fenêtre, par un autre enseignant qui vient dire quelque chose, etc., par le fait qu'un enfant, par exemple, demande à sortir, etc. Donc en fait, leur particularité, c'est qu'ils sont distraits plus que les autres par l'environnement, par tous les distracteurs qu'il peut y avoir dans l'environnement. Et donc, ils vont avoir comme ça plus de difficultés à maintenir une attention soutenue dans le temps. Et donc, ça peut donner des exercices qui commencent bien et puis qui, finalement, sur la fin, c'est moins bien parce que soit l'enfant a oublié la consigne, soit il a été distrait, ce qui l'amène à faire des erreurs d'inattention, soit parfois les exercices commencent mal parce que si on prend des enfants un petit peu plus grands, par exemple en CE2, qui lisent eux-mêmes la consigne, comme ils ont une impulsivité, souvent, ils vont lire trop vite. Et lire trop vite, ça veut dire, en général, pas lire toute la consigne. Donc si la consigne, c'est souligne les noms en bleu et les verbes en rouge, on peut avoir l'enfant qui est tout à fait capable de faire la consigne, mais qui fait des erreurs parce qu'il a lu que la moitié. Donc il va souligner les noms en bleu et il oublie de souligner les verbes en rouge, par exemple. Donc il y a ces difficultés au niveau scolaire déjà à répondre à ce que demande l'enseignant, sachant que c'est des enfants qui parfois arrivent très bien à se concentrer, mobilisent toute leur concentration et vont avoir une très bonne réussite dans leur exercice. Et puis à d'autres moments, ils sont moins concentrés et peuvent donner l'impression qu'ils n'ont pas du tout compris la leçon, alors que si on les interroge à un moment donné où ils sont bien concentrés, ils vont être capables de redonner l'information. Donc ça peut donner au niveau scolaire en fait des résultats fluctuants, ce qui est assez difficile à comprendre pour l'enfant tant qu'il n'a pas accès à la compréhension de comment il fonctionne. Donc ils ont vraiment besoin qu'on leur explique ces fluctuations, à quoi elles sont dues et comment justement on va pouvoir les aider à bien focaliser leur attention quand il faut bien la focaliser. C'est quelque chose qui s'apprend, que les autres enfants en fait apprennent de manière implicite dans le contexte scolaire, mais eux, ils ont besoin qu'on leur apprenne de manière explicite à focaliser leur attention. L'autre difficulté, c'est tout ce qui est du côté impulsivité, hyperactivité. Donc si la maîtresse interroge les enfants de la classe, la règle en général, c'est de lever la main, et si on est impulsif, on peut avoir tendance à donner la réponse sans lever la main. Et ça, c'est quelque chose qui peut être toléré une fois, deux fois, mais qui finit par poser des problèmes parce que les autres enfants vont être mécontents que la réponse ait été donnée, et puis l'enseignant va pas pouvoir accepter que les réponses soient données comme ça de manière impulsive dans un cadre scolaire. Les enseignants font de leur mieux par rapport aux possibilités qu'ils ont. Donc en fait, s'ils ont l'information que l'enfant a un TDAH, et qu'ils ont l'information de ce qu'est le TDAH, ils vont pouvoir justement avoir une grille de lecture qui leur permet de comprendre que c'est de l'impulsivité, que c'est quelque chose de pas contrôlé, pas volontaire, et pas quelque chose qui serait de la provocation ou du non-respect de la règle. Mais il faut pour ça que l'enseignant il ait cette information-là pour avoir la bonne interprétation, sinon c'est très difficile de faire la différence entre une impulsivité qui a un but plutôt de provocation et une impulsivité qui s'inscrit dans un TDAH qui est une impulsivité non régulée, non volontaire, et où très souvent les enfants s'excusent et sont désolés et ils sont allés plus vite qu'ils ne le souhaitaient involontairement. Voilà, parce qu'il y a vraiment cette difficulté à attendre. Et l'autre difficulté en classe, c'est rester assis. Parce que rester assis, pour la plupart des enfants, ça ne demande pas trop d'efforts, en tout cas en grandissant de moins en moins. Donc ils n'ont pas besoin de réfléchir à rester assis, ils restent assis. Mais les enfants qui ont un problème d'hyperactivité, eux, ils doivent réfléchir et se dire « il faut que je reste assis ». Et en fait, ça leur prend de l'attention et donc ils en ont moins de disponible pour travailler. Donc c'est un effort. Et c'est pour ça là aussi, c'est important que l'enfant comprenne pourquoi c'est difficile pour lui, que c'est quelque chose qui n'est pas volontaire, mais que là aussi, c'est des choses qu'on peut apprendre et on peut mettre en place des stratégies comme par exemple proposer à l'enfant de ramasser les cahiers pour qu'il puisse de temps en temps bouger dans la classe, qui répond à son besoin de mouvement, mais que ce soit fait d'une manière adaptée.
Alors, avec les pairs, donc les copains, copines, les camarades de classe, on va avoir cette même impulsivité dans la relation qui fait que parfois l'enfant va couper la parole d'un autre enfant, ou il va y avoir cette inattention par exemple en jouant au ballon. Donc s'il y a une passe et qu'il y a une inattention, ça fait que l'enfant loupe la passe. Donc après, ça peut être des enfants qui sont du coup pas sollicités pour jouer parce que pas suffisamment performants. Donc ça, c'est plus on grandit, plus l'enfant grandit, plus il risque d'y être confronté. Donc là aussi, ça peut être une difficulté sociale qui peut retentir du coup sur le bien-être de l'enfant. Donc il y a cette tendance, à des fois pas écouter le camarade qui dit quelque chose, faire répéter ou au contraire couper la parole ou être inattentif dans le jeu. Et à côté de ça, avoir d'autres points forts comme l'enthousiasme, comme l'énergie. Mais voilà, ces difficultés peuvent générer des difficultés au niveau relationnel. Au niveau familial, la difficulté, c'est que les parents vont souvent être amenés à beaucoup répéter les choses. Donc là aussi, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place. Mais au départ, ce que les parents font le constat, qu'ils disent, ils nous disent tous, je lui répète plusieurs fois la même chose, c'est toujours pas entendu. Du coup, ça finit par m'agacer, c'est difficile de garder mon calme. Et donc, ça peut générer de la tension à la maison. Les oublis des affaires scolaires, donc l'enfant qui oublie son cahier de texte, l'enfant qui oublie son cahier de maths, etc. fait qu'il faut après appeler une autre famille pour avoir les devoirs, par exemple. Donc parfois il y a des stratégies au niveau des écoles pour que les devoirs soient en ligne, etc. Ça dépend un petit peu des écoles. Mais ça va être pesant pour les parents en tout cas de faire appel régulièrement à d'autres familles pour avoir des informations que l'enfant n'a pas réussi à avoir à l'école ou parce qu'il a oublié certaines affaires. Et puis une sensation de ne pas y arriver. Et ça va être important justement de travailler aussi tout ça au niveau familial pour que justement on trouve des solutions pour que l'enfant intègre qu'il est capable d'y arriver et que le parent ait aussi ce sentiment d'y arriver pour rétablir un bon équilibre à la maison.